Merci beaucoup pour cette intervention qui, je pense, ne manquera pas de susciter une discussion assez vive. Et pour l'introduire, je donne donc la parole à Grégoire Moutel, qui est donc membre du comité d'éthique de l'INSERM et professeur en médecine légale et droit de la santé. Ça sera très bien comme ça. Voilà, à l'université de Normandie. Je voulais d'abord remercier François Berger parce que je crois qu'à travers son exposé, il nous a montré une chose auquel on est tous attachés quand on est à l'interface de l'éthique clinique, de l'éthique de la recherche, de ce qu'on pourrait appeler l'éthique médicale un peu au sens large. C'est-à-dire que les solutions et les réflexions accompagnent la réflexion sur les pratiques. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien de pire d'avoir eu un exposé qui ne soit pas dans le doute et dans l'interrogation. Et je fais partie de ceux qui pensent, par exemple, que dans le champ de l'éthique de la recherche, et heureusement d'autres partagent mon point de vue, on est fondamentalement en retard dans les régulations actuelles, qui sont fondamentales dans les schémas classiques de l'essai sur le médicament, de la mise en place des CPP post-Nuremberg et tout ce qu'on apprend avec aisance dans nos facultés de médecine. Mais que les questions que vous soulevez posent des questions fondamentalement nouvelles, qui rejoignent d'ailleurs beaucoup de questions qu'on trouve dans le soin, sur la question de la vulnérabilité, de l'incapacité à consentir, de la fragilité qu'on connaît tous de ce consentement dans les pratiques cliniques. Et donc je ne ferai pas partie de ceux non plus qui diraient, par exemple, pour rester sur la question du consentement, qui, au nom de ces difficultés, dit qu'il faut bannir le consentement, s'en affranchir, mais plutôt être sur des évolutions. Il y a des gens, en particulier dans l'espace éthique régional parisien, qui parlent beaucoup de la question d'assentiment. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous accompagner dans nos réflexions. C'est-à-dire que ça va peut-être faire le lien avec votre consentement actif. Je ne sais pas ce que vous appelez le consentement actif, mais je pense qu'on pourrait se retrouver sur des questions autour du consentement en continu. Alors le consentement en continu, les éminents juristes, Dominique Thévenin me diraient, mais par définition, le consentement est toujours en continu, puisqu'on peut toujours le retirer. Alors donc j'y rajouterai rapidement la question de l'information en continu. L'information en continu. Et je crois que, vous voyez, dans l'épure de la recherche biomédicale, aujourd'hui, on lit peu dans les textes, qu'ils soient éthiques ou juridiques, cette question de l'information ou de devoir d'information en continu. Alors là, je fais un petit écho aussi, peut-être avec les travaux du comité éthique de l'INSERM, où quand même, on n'est peut-être pas si loin que ça quand on pense à la question du retour des résultats inattendus. On a une note que vous pourrez voir sur cette question de retour des résultats inattendus. Je parle sous contrôle de mes collègues, mais retour de résultats inattendus, information en continu, on est finalement dans la continuité de ce que vous nous avez exposé. Finalement, à chaque étape, à chaque micro-étape, vous avez parlé de l'approche incrémentale, finalement, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Et donc, à partir du moment où je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, c'est forcément qu'on a des résultats attendus ou inattendus, et c'est forcément qu'à travers cette approche, on peut faire le lien du retour d'information vers la personne participant à la recherche médicale. Et c'est là que je pense qu'il y a tout un processus novateur à penser. Votre propos m'a fait penser aussi à l'idée selon laquelle vous vous sentez être le premier à avoir la main qui tremble, mais je vous rappelle que Louis Pasteur, dans ses premiers essais sur la rage, dans une très belle lettre, écrit qu'il est aussi le premier à avoir la peur et la main qui lui tremble, premier passage sur l'homme. Thomas Bernard aussi, dans sa première greffe cardiaque. Plus récemment, vous savez qu'il y a eu des publications et des travaux sur la micro-injection ovocytaire, l'ICSI, c'est-à-dire que quand on prend ce spermatozoïde qu'on introduit directement dans l'ovocyte, au passage, en France en tout cas et dans beaucoup de pays, on est passé devant aucun comité d'éthique, aucun comité de protection des personnes ne s'est soucié de ce sujet-là, dans la mesure où les gens disaient mais il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de personne puisque c'est des gamètes. Alors on n'est pas rentré dans le débat sur la personne en devenir, mais vous voyez, donc, et les professionnels finalement se sont posés des questions, et les centres les plus raisonnables ont mis en place des régulations, des registres de suivi de ces enfants, d'autres n'en ont pas mis en place. Donc je pense que dans cette question de la créativité de la recherche, et c'est ce que moi ressort de votre topo, c'est cette idée que vous y avez appendu des work packages éthiques. C'est-à-dire un accompagnement éthique permanent de la recherche de haut niveau. Et je crois que c'est le moment aussi de souligner les côtés positifs, parce que de temps en temps, on est un peu négatif dans ce bas pays et dans cette basse Europe. Tous les grands projets européens aujourd'hui invitent à des réflexions éthiques dans le management, dans l'organisation des projets de recherche, de manière à faire ressortir en permanence à travers un steering comité, ce qui va poser sujet de débats collectifs, à la fois dans la collectivité des patients. Je vous ai pas, j'aimerais d'ailleurs avoir votre point de vue là-dessus, entendu parler des associations de patients qui pourraient être associées à vos démarches, mais aussi un débat plus collectif au niveau des projets que la société souhaite porter. Et là, ça me fait lien avec votre deuxième approche sur le transhumanisme.
effectivement, je pense qu'une des grandes dérives aujourd'hui est de vendre, comme vous avez dit, du rêve, mais surtout, à travers ce rêve, de promouvoir des peurs. Et on voit bien, vous avez passé très rapidement sur une diapositive, il me semble avoir compris que votre start-up n'était pas forcément toujours considérée comme positive et de temps en temps peut faire l'objet d'un certain nombre de critiques d'une partie de la société, voire de critiques un peu violentes. Ça me réévoque à l'époque, quand le Génopole s'était mis en place en Ile-de-France, il y avait quelques manifestants devant la porte du Génopole qui étaient assez virulents sur la question de la recherche. Et si dans le débat collectif aujourd'hui on rappelle ce que vous avez très bien dit, que cette recherche a un ancrage sur la pathologie, sur le normal et le pathologique, dans la vision d'améliorer des patients en grande difficulté, il me semble que c'est porter un propos sur la conquête de victoire contre la vulnérabilité, la fragilité. Ce n'est pas la même chose de parler du dynamisme. Je le dis avec des mots différents. Mais je pense que si notre société vend de la robotique pour surveiller des personnes âgées à la place de l'humanité d'une aide-soignante ou d'une infirmière, ce n'est pas le même projet de société que des gens qui utilisent la robotique pour vaincre le handicap, la pathologie et le déficit au niveau d'un individu. Et ça, je pense que ça doit être très rapidement formulé. Pourquoi ? Parce que j'ai une crainte que je vois émerger de temps en temps, y compris dans les prémices de certains débats législatifs et des lois de bioéthique en particulier, qui viseraient, vous avez dit, principe de précaution, justement à interdire le tout et à mettre le tout dans un amalgame qui ferait que la recherche médicale serait bloquée au nom d'une volonté de bloquer les grandes sphères du transdynamisme, de la dérive marchande et de la commercialisation, qui sont à mon avis des champs bien distincts. Donc là, je vous remercie vraiment, parce que je pense que c'était aussi un des fonds de votre propos, de bien distinguer ces champs-là. Et moi qui suis clinicien aussi, c'est ce qui relève du soin, de la médecine, et ce qui revient d'une utopie plus marchande, commerciale, et qui sont, puisque Léo Coutelec voulait qu'on fasse le lien entre éthique et politique, deux champs à bien distinguer pour savoir quel type de société on souhaitait ou non créer. Une fois ces éléments évoqués, je voulais juste, pour être un petit peu dans mon rôle, mais pas trop quand même, mais faire écho à la façon dont justement vos propos du coup pouvaient s'articuler avec la question plus large de la bioéthique. Si on part du principe qu'on prend une définition de la bioéthique qui étudie les valeurs et normes en jeu pour interroger leur adéquation avec les attentes individuelles et collectives, il me semble que tous les éléments du débat qu'on a eu aujourd'hui sont dans ce registre-là et nous amènent à dire ce que je viens de poser, c'est-à-dire que les régulations actuelles ne semblent pas satisfaisantes. Allons vers d'autres régulations et donc soyons force de proposition pour, en l'occurrence, aux législateurs, au comité d'éthique, dire mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je serais très heureux de savoir ce qu'un CPP a pu répondre. Et en étant volontairement provocateur, parce que je le suis de temps en temps, quelle est la compétence même d'un CPP ? Et je poserai la même question. Vous avez dit, on a eu l'accord de l'agence. Avec ma voisine de gauche, on se demandait quelle agence ? Agence de la biomédecine ou ANSM ? Donc, dans quelle frontière de compétences on se situe ? Qui, au niveau des agences, prend ce type de décision ? Je sais, je fais l'animateur de salle, mais c'est quand même des grandes questions importantes, puisqu'en permanence, on ramène au fait démocratique. Et vous savez que le fait démocratique, par rapport à une décision d'agence, par exemple, on est très loin de la question du débat public, par moment, sur ces sujets-là. Donc ça brasse un certain nombre de sujets, forcément un peu inconfortables. Forcément, on se dit, ah bah oui, l'agence a la sacro-sainte légitimité pour répondre ou interdire ça. Soit la question est plus vaste, et la question qu'on se pose, c'est qui aujourd'hui a la légitimité de trancher ces questions-là. Donc je vous soumets ça en débat un peu ouvert. L'autre débat, si on repart sur la question plus bioéthique, et je pense qu'il ne faut pas s'interdire de poser cette question, c'est cette question entre la médecine qui serait tournée vers le méliorisme et celle qui serait tournée vers le thérapeutique. Et là, vos travaux nous donnent un peu, Vous avez abordé, par exemple, au décours d'un la question de la sexualité. Moi, il se trouve qu'à la base, je suis endocrinologue et andrologue. Et je me suis dit, mais alors c'est quoi cette société qui nous dit, pour le handicap, on va commencer à parler de la sexualité comme une fonction essentielle, mais pour l'ensemble des millions de diabétiques qui sont en France avec des troubles de la sexualité, on ne les prend pas en charge. C'est pas remboursé, par exemple, les thérapeutiques de confort sexuel, comme on dit. Donc, à travers les extrêmes, comme je dis souvent, je trouve qu'on rattrape des sujets plus globaux. Si on considère, comme c'est mon cas, que la sexualité est une fonction existentielle,
importantes, au même titre que la digestion, la respiration, parce qu'il faut être quand même cohérent dans les analyses qu'on lit de nos collègues venant des sciences humaines. Eh bien, pourquoi ne poser la question qu'aux extrêmes? Et donc, du coup, par voie de conséquence, si on est un peu futuriste, est-ce que ces technologies aussi ne peuvent pas profiter à d'autres champs pathologiques que celui de ces extrêmes que vous évoquez? Donc voilà un petit peu, pour lancer le débat dans la salle, tout ce que m'évoquent les propos de François Berger. Je ne vous cache pas que quand il m'a envoyé son topo, je me suis dit, mais comment je vais être discutant de quelqu'un aussi éminent et aussi prestigieux dans son fond de recherche? Donc je me suis dit, je vais rester comme à l'interface de la médecine et du citoyen, dans des questions terre à terre que j'essaye de vous poser pour voir comment vous pouvez interagir avec nous. Merci beaucoup, Grégoire.